Parfois, il suffit d'un seul document pour raconter toute une histoire. Et quelle histoire? Une histoire de pouvoir, de foi, de conflit. Aujourd'hui, on plonge dans un rapport assez incroyable de la fin du 19e siècle qui nous détaille une lutte acharnée entre une toute nouvelle institution et une autorité bien établie. Alors, imaginez la scène. On est en Lorraine, en 1896. Et tout ce qu'on va voir, absolument tout, ça vient d'un seul document, le rapport d'un médecin. Mais attention, ce n'est pas un rapport médical, c'est une chronique méticuleuse d'un conflit qui s'est étalé sur des années. C'est une véritable fenêtre sur une époque et ses tensions. Et voici notre source. Ce fameux rapport, il est rédigé par un certain docteur Ernst Fischer. Et il faut bien comprendre que ce n'est pas juste une observation neutre. Non, non, c'est un vrai plaidoyer. Une compilation de preuves pour documenter ce que lui décrit comme une véritable campagne de déstabilisation menée par l'évêché de Metz. C'est ce document, et uniquement lui, qui va nous servir de guide. Au cœur de cette affaire, on a donc deux camps qui s'affrontent. D'un côté, l'institution de Catherine Filljong. C'est une femme décrite comme une visionnaire qui a monté sa propre communauté d'entraide. Et de l'autre, l'évêché de Metz, l'incarnation même de la structure, de l'autorité religieuse en place. C'est vraiment la confrontation classique entre l'initiative locale, charismatique, et le pouvoir central qui, forcément, la voit d'un mauvais œil. Bon, mais concrètement, comment est-ce que ça se passe, ce conflit? Eh bien, d'après le rapport du docteur Fischer, l'arme utilisée n'est pas celle qu'on imagine. C'est une arme bien plus symbolique et peut-être même plus puissante. Les sacrements. Le spirituel devient ici une arme politique. Le rapport décrit une escalade très, très rapide. Tout commence à l'été 1882. D'abord, c'est Catherine Filljong elle-même qui est publiquement écartée de la communion. Puis, très vite, le cercle s'élargit à ses amis, à ses soutiens. Ce qui est fascinant ici, c'est la méthode. C'est public, c'est fait pour être vu. Le but, c'est d'isoler, de stigmatiser. Et le point d'orgue, c'est quand cette interdiction est mise noir sur blanc. Et justement, cette preuve écrite, elle est capitale. Le docteur Fischer la retranscrit mot pour mot dans son rapport. C'est un moment clé, parce qu'à partir de là, on n'est plus dans la rumeur ou dans des actes isolés. Non, ça devient la preuve d'une politique coordonnée qui semble venir de bien plus haut. Alors voilà les mots exacts, tels qu'ils sont rapportés. Monseigneur l'évêque ayant condamné. Le prêtre qui écrit ça est très clair, ce n'est pas sa décision. Il invoque directement l'autorité de l'évêque. Et c'est ça qui est crucial. La lettre lie explicitement le refus de la communion à une condamnation des pratiques de bidding. Le rite spirituel est transformé en un pur outil de discipline. Après cette première phase d'attaque contre le groupe, la stratégie décrite dans le rapport change. Elle devient beaucoup plus personnelle. La pression va désormais se concentrer sur la leader, Catherine Filljong, pour tenter de la faire plier psychologiquement. La tactique employée est assez redoutable. Le nouveau curé du village aurait exigé d'être le seul et unique confesseur de Catherine. Alors il faut savoir que, normalement, le choix du confesseur est libre. Donc imposer ça, c'est une vraie rupture, c'est une tentative de contrôle direct sur ce qu'il y a de plus intime, la conscience. Et toujours d'après le docteur Fischer, il y a un mot qui revient sans cesse, comme un reproche, désobéissance. Elle était désobéissante parce qu'elle choisissait un autre confesseur, désobéissante parce qu'elle construisait son projet, parce qu'elle refusait d'entrer au couvent, et même parce qu'elle continuait d'avoir ses visions. En fait, chaque parcelle d'autonomie était vue comme de l'insubordination. Et c'est là que l'histoire, telle que racontée dans le rapport, prend une tournure encore plus sombre. Parce que le conflit ne va plus seulement concerner les adultes. Non, il va déborder et toucher les plus vulnérables, ceux qui n'avaient absolument rien demandé. Les enfants de l'orphelinat. Le rapport nous raconte un moment bien précis. On est en 1885. Il y a là une petite fille de 12 ans, orpheline, qui se prépare pour l'un des plus grands jours de sa jeune vie de croyante, sa première communion. Elle a tout fait, elle est prête. Et voilà les mots que le prêtre lui aurait adressés d'après le rapport. « Mon enfant, je suis content de toi. » Il commence par dire qu'elle est irréprochable. Il n'y a donc aucune raison spirituelle de la refuser. Et puis la justification tombe, brutale. Cependant, je ne puis te recevoir, l'évêque me l'a défendu. L'ordre de la hiérarchie passe avant la foi d'une enfant. Une seule enfant. Mais dans le récit du docteur Fischer, ce chiffre symbolise tout le coût humain de cette guerre de pouvoir. On n'est plus dans la théologie ou la discipline là. On est dans un acte qui touche directement une innocente pour atteindre un but bien plus large. Mais pourquoi faire ça? Quel était le but? Eh bien, pour l'auteur du rapport, la stratégie était limpide. En refusant la communion aux enfants de l'orphelinat, l'idée était de faire pression sur les familles pour qu'elles les retirent.
de saper l'existence même de l'institution à sa base. Parce qu'un orphelinat sans orphelin, eh bien, il n'existe plus. Arrivé à la fin de son document, le docteur Fischer ne se contente pas de raconter. Il fait les comptes. Dans une démarche presque légale, il dresse un bilan très structuré de tous les préjudices subis par l'institution et ses membres. Le rapport classe les dommages en 3 grandes catégories. D'abord, le tort à l'honneur, avec toutes les humiliations publiques. Ensuite, le tort à la réputation, avec les fausses accusations. Et enfin, le tort au bien-être matériel, c'est-à-dire tout ce qui a été fait pour les asphyxier financièrement. On voit bien qu'ils ne cherchent pas juste à émouvoir, mais à construire un dossier solide. Et la conclusion du docteur Fischer est sans équivoque. Il ne demande pas juste que les hostilités cessent. Non, il exige réparation. Et il base sa demande non seulement sur la loi des hommes, mais aussi sur la théologie, comme pour dire que la justice divine et la justice terrestre convergent ici vers une même nécessité, réparer le mal qui a été fait. Finalement, toute cette histoire, contenue dans ce seul document, illustre une tension fondamentale, celle entre la foi personnelle et l'autorité d'une institution, entre le charisme individuel et la structure hiérarchique. Et ça nous laisse avec une question qui reste incroyablement pertinente et qui donne à réfléchir. Bienvenue. Aujourd'hui, on va se plonger dans une histoire assez particulière, un conflit plutôt tendu au sein de l'Église catholique en Lorraine à la toute fin du 19e siècle. Oui, une affaire assez complexe. C'est ça. Ça mélange la foi, l'autorité de l'Église, une œuvre de charité locale et puis aussi une personnalité visiblement qui ne laissait pas indifférent. Absolument. Alors, pour explorer tout ça, on a une source principale. C'est le chapitre 5 d'un rapport annuel, celui de 1897 de l'Institution chrétienne d'entraide à Budingen. Mhm. Et il a été écrit par le directeur de l'époque, le docteur Ernst Fischer, qui était aussi professeur à Strasbourg. D'accord. Donc notre but aujourd'hui, c'est vraiment de décortiquer les accusations que ce rapport porte. Des accusations assez précises contre l'évêque de Metz et certains prêtres du coin. Oui. On va essayer de comprendre le fond du conflit, mais attention, tel que l'auteur le présente. Surtout cette idée que les sacrements, la communion, la confession, auraient servi de moyen de pression. Alors on y va. Oui. Et c'est crucial de dire tout de suite, comme vous l'avez mentionné, que ce qu'on lit là, c'est une perspective. C'est le point de vue de la direction de Budingen. Bien sûr. Ils sont clairement en conflit avec l'évêché. Donc ce rapport, c'est un peu leur plaidoyer, il faut le dire comme ça. Tout à fait. C'est important de le garder en tête. Et l'accusation principale, celle qui ressort vraiment de ce chapitre, elle est quand même très sérieuse. Ah oui? Le rapport dit que l'évêque de Metz aurait utilisé les sacrements, donc la communion, la confession, ces rites fondamentaux, pour nuire à l'institution de Budingen et aux gens liés à elle. C'est énorme comme accusation. C'est énorme. Et le rapport ne reste pas vague, il donne des exemples concrets. Ça aurait commencé dès l'été 1882. On parle de refus public de donner la communion, d'abord à une certaine Catherine Fijong, elle a l'air d'être un peu au centre de tout ça. Oui, son nom revient souvent. À Bretnage d'abord, puis à Puttelange. Le texte dit que les prêtres l'auraient juste ignoré au moment de donner l'hostie. Carrément. Devant tout le monde. Voilà. Et peu après, pareil pour ses amis, une Barbe Déhaene, une Lisa Bourg, et même la sœur d'un abbé, Clotilde Mayer. Tout à Puttelange aussi. Il faut bien comprendre ce que ça signifie. À l'époque, un refus public de communion. C'est une sanction terrible. Normalement, c'est réservé aux pécheurs publics. C'est-à-dire ? Des gens dont la faute est connue de tous, qui créent un scandale, quoi. Et justement, le rapport martèle que ce n'était pas du tout le cas de ces femmes. Ah, d'accord. L'auteur soutient qu'elles n'avaient rien fait qui justifie une telle mesure selon les règles habituelles de l'Église. D'accord. Et le rapport donne même une preuve, ce qu'il présente comme une preuve. C'est une lettre datée du 12 octobre 1882. Le curé de Puttelange l'aurait écrite à Clotilde Mayer et le message cité est sans détour. Monseigneur l'évêque, ayant condamné les pratiques Biding et Guinvilliers, nous ne pouvons plus les autoriser. Par conséquence, veuillez ne plus vous présenter à la table sainte pendant ma messe, ni vous, ni toutes les pénitentes Biding-Guinvilliers. C'est direct. C'est direct. Et l'auteur du rapport, le docteur Fischer, il va plus loin. Il spécule sur les raisons du curé. Il dit que ce prêtre avait eu des soucis avant et qu'il aurait fait ça pour se faire bien voir de l'évêché, en montrant qu'il était très zélé contre Budingen. Une façon de rentrer en grâce. Voilà. Et Fischer interprète les promotions que ce curé et un collègue ont eues plus tard comme une sorte de validation par la hiérarchie. Ça dessine une image assez claire des dynamiques de pouvoir, telles que le rapport veut les montrer en tout cas. Oui.
On aurait utilisé l'autorité spirituelle, les sacrements même, non pas pour une question de foi ou de morale au sens strict, mais peut-être comme des outils dans une lutte d'influence, pour écraser une initiative locale qui dérangeait. C'est ça. Et ça pose la question fondamentale de la tension entre l'obéissance à la hiérarchie et la conscience personnelle, pour les fidèles visés, mais aussi pour les prêtres qui appliquent ces ordres supposés. C'est une tension qu'on retrouve souvent, j'imagine. Très souvent dans l'histoire des institutions religieuses, oui. Alors, le rapport se concentre ensuite beaucoup sur Catherine Fil-jung, surtout après un épisode qu'il appelle le retour de Rome, et quand 2 prêtres qui la soutenaient ont été forcés de partir. D'accord. Et là, le rapport devient encore plus précis sur les pressions. Il affirme qu'on lui aurait enlevé sa liberté de choisir son confesseur. Ah oui, ça c'est important. Normalement, dans l'Église, on choisit à qui on se confesse, non? Sauf peut-être les religieux cloîtrés. Exactement, c'est un principe de base, sauf exception très précise comme les religieux en communauté, effectivement. Pour les laïcs, le choix est libre. Eh bien, selon le rapport, on lui aurait ordonné de ne se confesser qu'au nouveau curé de Budingen. Et ce curé est décrit comme lui étant très hostile. Alors là, il faut saisir la portée de cette restriction présumée. La confession, c'est très intime, très personnel. Pouvoir choisir un prêtre en qui on a confiance, c'est essentiel. Bien sûr. Donc si le rapport dit vrai, limiter ce choix, ce n'est pas anodin du tout. L'auteur suggère que le curé ne cachait pas ses intentions et que Catherine Fil-jung, elle, évitait de se confesser à lui parce qu'elle craignait, je cite le rapport, qu'on voulait peser sur elle et qu'elle ne voulait pas se laisser torturer la conscience. C'est fort comme expression. Oui, donc elle aurait cherché d'autres solutions, plus discrètes, peut-être même en dehors du diocèse. C'est intéressant, parce que le portrait de ce curé, tel que le docteur Fischer le décrit, il est assez nuancé paradoxalement. Ah bon? D'un côté, il est présenté comme un excellent homme, plein de zèle, régulier, esclave du devoir, même charmant en société. D'accord, plutôt positif au premier abord. Oui. Mais de l'autre côté, le rapport dit qu'il est arrivé à Budingen avec une idée fixe, que tout ça c'était de l'illusion et charlatanisme. Et qu'il était bien décidé à y mettre fin. Ah oui, donc une conviction très arrêtée. Voilà. Et comme il rencontrait la résistance, son irritation serait montée. Et le thème de la désobéissance de Catherine Fil-jung serait devenu son obsession dans ses sermons partout. Désobéissance parce qu'elle se confessait ailleurs, parce qu'elle continuait à construire l'orphelinat, parce qu'elle refusait d'aller au couvent comme on lui suggérait, et aussi parce qu'elle continuait à avoir des extases, apparemment, malgré les interdictions. Le rapport fait même allusion à une accusation portée devant le procureur impérial. C'est allé loin. Si on prend un peu de recul, ce portrait est très révélateur. Il suggère comment des qualités comme le zèle ou le sens du devoir peuvent être, détournées, selon l'auteur, au service d'une hostilité. Une hostilité qui vient soit d'une conviction personnelle très forte, soit d'une obéissance un peu rigide à la ligne de la hiérarchie. Oui. Et cette notion de désobéissance, elle est vraiment au cœur de l'incompréhension décrite. Pour le curé, tel qu'il est présenté, c'était sans doute intolérable. Une attaque contre l'autorité de l'évêque. Logique de son point de vue. Alors que pour Catherine Fil-jung et ses soutiens, d'après le rapport, c'était peut-être une question de fidélité. Fidélité à leur conscience, à une mission qu'ils croyaient divine, face à une autorité qu'ils jugeaient injuste. C'est le conflit classique, institution contre inspiration, obéissance contre conscience. Et ça ne s'est pas arrêté à Catherine Fil-jung. Le rapport dit que la pression s'est étendue à ses sympathisants. Ah oui? Comment? Eh bien, on leur aurait fait des reproches, des avertissements. Genre, attention, fréquenter cette femme, c'est mal. On l'aurait qualifié de rebelle, et même d'excommunié. Excommunié. C'est un terme très fort. Extrêmement fort, oui. Ça veut dire exclu de l'Église. On aurait menacé les gens, et le rapport prétend même que certains se seraient vus refuser l'absolution en confession s'ils ne promettaient pas de couper les ponts avec elle. Alors, là, on franchit une étape. Ça veut dire que le conflit s'étend à toute la communauté qui soutenait l'institution. Exactement. La stratégie décrite, c'est d'isoler Fil-jung et son œuvre en utilisant des moyens de pression spirituelle sur son entourage. Ça élargit vraiment le problème. Et pour illustrer ça, le rapport raconte une histoire particulièrement triste, je trouve. Celle d'une jeune orpheline. Racontez. Elle vient de Saint-Jean-Rohrbach. Elle arrive à l'orphelinat de Budingen vers Pâques 1885. Elle a l'âge de faire sa première communion, 12 ans environ. Elle suit toute la préparation. Normal. Et fin mai, le curé de Budingen la convoque. Et là, le rapport cite ce qu'il lui aurait dit. « Mon enfant, je suis content de toi. Ta conduite ne laisse rien à désirer. Cependant, je ne puis te recevoir à la première communion.
L'évêque me l'a défendu. L'évêque, donc, le curé se défausse sur sa hiérarchie. C'est ce que le rapport affirme, le curé aurait dit lui-même qu'il n'y avait aucune raison venant de l'enfant. Le fait que l'évêque soit directement cité et qu'on cible une enfant, c'est particulièrement choquant. Refuser la première communion, ce rite de passage si important, pas à cause d'une faute de l'enfant, mais juste parce qu'elle habite dans cet orphelinat jugé proscrit. Oui, Si c'est vrai, c'est d'une sévérité incroyable. Et l'interprétation du rapport est claire. C'était une tactique pour détruire l'orphelinat. comment ça? Faire pression sur les familles. La logique décrite est, si les enfants ne peuvent pas recevoir les sacrements ici, les parents vont finir par les retirer. Et plus personne n'osera confier d'enfants à Budingen. C'est une stratégie de sape, quoi. Et ça ne s'est pas arrêté là, selon le texte. Une lettre aurait été envoyée à l'évêché, l'évêque s'appelait alors Monseigneur de Sion, pour demander des explications. Et pas de réponse. L'année suivante, rebelote dans le village natal de la petite. Le curé du coin dit avoir reçu les mêmes ordres, pas de communion, sauf si son oncle, pauvre, et qui s'en occupait, la retire de Budingen, ce qu'il ne pouvait pas faire. C'est terrible pour l'enfant. Finalement, en 1886, nouveau refus à Budingen, même après la mort de l'évêque précédent, Monseigneur Dupont. Ils ont dû l'envoyer faire sa première communion ailleurs, dans un autre diocèse, près du Rhin. Carrément dans un autre diocèse. Oui. Et le rapport ajoute même des échos de l'affaire. Le cardinal de Vienne aurait été incrédule et un évêque allemand aurait dit que la passion a joué un grand rôle dans tout ça. On sent l'amertume et la volonté de montrer l'injustice subie. Clairement. Alors, après avoir détaillé tout ça, comment l'auteur, le docteur Fischer, conclut-il ce chapitre? Quel sens il donne à tout ça? Eh bien, il dresse un bilan. Il parle d'un tort multiple. D'abord, un tort à l'honneur. Les insultes publiques, aux bancs de communion, en chair. Ensuite, un tort à la réputation, les accusations de révolte, d'immoralité, et pour les prêtres qui soutenaient l'œuvre, il parle d'un déplacement injurieux. D'accord. Honneur, réputation. Et enfin, et il insiste beaucoup là-dessus, un tort matériel, concret, pour Catherine Filjong, la ruine d'un petit commerce qu'elle avait, et des manœuvres pour bloquer les dons qui lui étaient destinés. Ah oui, c'est précis. Pour les deux prêtres, exilés, perte de leur poste, des frais énormes pour se défendre et vivre loin de chez eux, et leurs ressources coupées à cause de rapports non vrais envoyés sur eux. L'auteur dit, il y a là des choses qui se comptent par chiffres. Donc, la conclusion de Fischer est très ferme. Ce n'est pas juste une plainte morale. Non. Il affirme qu'il y a eu de préjudices réels, mesurables, et la conséquence logique qu'il en tire, c'est qu'il faut une réparation. Il le dit clairement. Oui, il invoque la théologie morale et le droit. Il dit que la loi de la réparation est universelle, impérieuse, inexorable. Mais attention, encore une fois, c'est la position et la demande de l'auteur du rapport au nom de l'institution. Bien sûr, c'est leur perspective. Au-delà de juste lister les torts, ce que Fischer semble vouloir montrer, c'est une méthode, une escalade. Attaquer la foi, isoler la personne clé, puis casser le soutien autour, en utilisant potentiellement les outils même de la religion. C'est une vision assez sombre du conflit. Donc, pour résumer un peu ce qu'on a vu aujourd'hui, ce chapitre du rapport de 1897, c'est un réquisitoire. Très détaillé. Oui, il dénonce un usage qu'il juge abusif de l'autorité religieuse et des sacrements par une partie de la hiérarchie de l'époque. Et cette action aurait visé, selon ce texte, l'institution de Budingen, Catherine Filjong et tous ceux qui les soutenaient en Lorraine. C'est un très bon exemple de la richesse de ce genre de document historique. Même s'il est clairement partiel, il nous donne une vue de l'intérieur, très détaillée, sur des conflits complexes au sein d'institutions puissantes comme l'Église. Ça met en lumière ces tensions éternelles, l'autorité face à la conviction personnelle, la communauté face à un individu, la règle face à la conscience. Ça nous rappelle que derrière les structures, il y a des humains, avec leurs motivations complexes, même dans un contexte religieux. Et tout ça, ça nous laisse avec une question, peut-être pour réfléchir après. Oui. Face à des accusations aussi graves d'injustice et une demande de réparation aussi directe que celle qu'on trouve dans ce rapport de 1897, on peut se demander quel recours existait vraiment à l'époque. Bonne question. Est-ce qu'il y avait des mécanismes dans l'Église elle-même, ou peut-être via les autorités civiles, on est en Alsace-Lorraine allemande à ce moment-là, pour des gens qui s'estimaient lésés par des décisions de l'Église, surtout venant de si haut? C'est une question complexe, en effet. Les recours canoniques existaient, mais leur efficacité, et les recours civils face à l'Église, c'est tout un débat historique. Une question qui dépasse sans doute le cas de Budingen, mais que ce rapport soulève de manière assez forte.